Salut tout le monde, c'est Jeff des Deux Pions et aujourd'hui j'ai une vidéo spéciale à vous proposer. Vous allez remarquer que je suis seul, je ne suis pas avec Steve parce que je vais vous faire un retour sur un événement ludique auquel j'ai participé, le Lac à l'épaule ludique, ce qu'on appelle le LAL, qui est un événement organisé par le Randolph. Le Randolph se rend à Essen à chaque année, fait l'acquisition de tout plein de nouveautés qu'il y a là-bas, qu'on n'a pas ici encore, qu'on va avoir souvent l'année prochaine ou dans 2 ans, des fois, même parfois pour les traductions, des choses comme ça. Ils ramènent ça au Québec, on se réunit une centaine de fous, on lit les règles de ces jeux-là et on teste, on essaye ces jeux-là en avant-première, un peu avant tout le monde souvent. Et ça me permet de vous faire un retour un peu sur mon expérience qui a été vraiment intéressante. Donc, j'ai à peu près une quinzaine de nouveautés à vous parler. Donc, on roule l'intro et après, je vous défile ça un après l'autre. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Donc, j'ai fait la liste des 14 jeux auxquels j'ai joué au LAL. C'est un LAL très productif, donc un jeu après l'autre, et c'est 14 nouveautés. J'ai fait plus de parties que ça. J'ai joué à 15 jeux différents, dont 21 parties. Il y a des jeux que j'ai joué plusieurs fois. Mais j'y vais, je vais vous faire dans le fond un peu le déroulement de mon événement. Ça se passait du vendredi 13h au dimanche. On est parti vers 2h30 environ, et j'ai joué à 14 jeux différents. En arrivant, ça a commencé fort avec une grosse nouveauté pour laquelle j'avais beaucoup d'attentes. Je trouvais le visuel vraiment intéressant et ça m'appelait beaucoup. C'est Lacrimosa, un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Un jeu qui a été édité par Devir. Et c'est Gérard Asensi et Ferran Renalias, j'espère que je ne magane pas trop leur nom, qui ont créé ce jeu-là. Il y avait seulement un jeu à leur portfolio avant, ce qui est de On the Origin of Species, puis il y avait quelques autres petits jeux aussi un peu moins connus. Donc, le jeu, pourquoi il m'attirait, c'était surtout au niveau de la thématique et du visuel. C'est des symphonies. On va composer des symphonies, on va voyager un petit peu. C'est les symphonies de Beethoven ou Mozart. En fait, j'ai oublié c'est lequel des deux auteurs. Je vous l'écrirai, c'est pas tellement important. Mais c'est un gros euro. C'est un jeu avec plusieurs mécaniques qui s'emboîtent et qui vont faire que le jeu, visuellement, est très, très beau, mais la thématique est un peu sec. C'est-à-dire qu'on ne sent pas tant qu'on est en train d'écrire ou de compléter. En fait, on complète une espèce de symphonie qui a été débutée et terminée par l'auteur. Et nous, on va écrire les partitions du milieu. Et on va voyager un petit peu en Europe, là, dans le coin de l'Allemagne, pour aller refaire un petit peu, revoir les souvenirs de l'auteur, puis essayer de terminer un petit peu sa composition. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes qu'on va insérer. Ça, c'est une mécanique qui est intéressante. On va avoir un plateau de joueurs avec des insertions en haut et en bas. Et on va insérer à tous les tours, on va avoir 8 cartes dans nos mains, en fait 3 cartes, mais on va en repiocher, et on va insérer des cartes en haut et en bas. La carte du haut va servir à faire une action, et la carte du bas va permettre d'avoir un revenu à la fin de la manche, de la manche, effectivement. Donc, c'est un système que j'ai trouvé très intéressant. Les plateaux sont vraiment beaux. En fait, tout le matériel du jeu est vraiment très, très beau. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire l'action. On a plusieurs actions. On peut acheter des nouvelles actions plus fortes. On peut acheter des espèces de symphonies, des types de symphonies, par exemple, religieux ou de chambre ou des trucs comme ça. Ils ont chacun une spécialisation. On peut aussi voyager sur la carte pour aller chercher des bonus, des objectifs de fin de partie pour faire des points. Et on peut évidemment aussi composer la symphonie, donc en allant mettre des notes de musique, ce qui est très très beau d'ailleurs, mettre des notes de musique avec des instruments sur la partition. Puis ça représente un petit peu une espèce de, je veux dire, un contrôle de territoire de fin de partie où on contrôle la majorité. On va essayer d'avoir la majorité dans des sections pour marquer le plus de points possible. Donc le jeu fonctionne bien, c'était pas déplaisant. Ça roule assez bien au niveau de la rapidité. Les tours sont quand même pas trop longs. J'ai pas détesté le jeu, ça a été le fun. En fait, j'étais avec Pierre-Marc, David Couteau, le professeur Board Game, et on avait un 4e joueur qui était Chani, évidemment, qui était son jeu d'ailleurs. Et on a joué à ça, on a eu du plaisir,
mais on a trouvé ça quand même correct. On n'a pas trouvé ça incroyable non plus. Je pense que c'est un jeu qui mérite d'être rejoué parce qu'il y a quand même un certain enchaînement qu'on veut faire au début de la partie pour avoir une bonne partie. Par exemple, il y a des cartes avec des nouvelles actions qui vont permettre d'avoir des actions doubles qui sont très, très fortes vers le milieu et la fin de partie. Donc moi, je n'avais pas du tout été dans ces cartes-là et ça m'a vraiment pénalisé vers la fin de la partie, alors que tous les autres faisaient l'équivalent de 4 actions x 2, 8 actions parfois. Moi, j'en faisais juste 4. Donc oui, ça m'a pénalisé. Donc c'est important d'aller chercher ces cartes-là au début de la partie. Puis après ça, il y a des types de symphonies qu'on va essayer de faire qui vont être plus ou moins payantes selon les autres bonus qu'on va débloquer. Je pense à David, entre autres, qui avait débloqué un certain type de symphonie où il faisait des points à chaque fois qu'il les achetait, qu'il les jouait, qu'il les revendait. Donc, c'était très payant parce qu'il avait récupéré plusieurs de ces symphonies-là. Donc, ça a été très payant pour lui. Je pense que c'est Pierre-Marc qui a gagné au bout du compte, mais bref, il y a quand même plusieurs stratégies intéressantes, mais il faut faire attention un petit peu à notre début de partie. C'est un jeu qui est très, très beau, comme je disais au début, et j'aurais le goût de rejouer. Par contre, ça n'a pas été un wow incroyable. Ça a été comme correct. Après notre partie de Lacrimosa, on s'est tout de suite garoché sur la table de Tiletum, qui est un jeu qu'on attendait beaucoup aussi. Un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, 60 à 100 minutes, qui est édité par Board & Dice. Et c'est un jeu des auteurs très connus, Luciani et Tacchini, qui nous ont donné plein de gros jeux à succès. Je pense à Tzolk'in et Marco Polo, qui ont fait ensemble, mais chacun de leur côté. Ils ont fait aussi des excellents jeux, comme Luciani avec Barrage, Newton, Lorenzo, Tacchini avec Teotihuacan et Golem. Donc, c'est des auteurs italiens qui sont vraiment, vraiment forts, qui n'en sont pas à leurs premières armes. Donc, évidemment, Tiletum promettait beaucoup. Eh bien, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il a livré la marchandise. C'est un jeu qui est très, très laid à comparer à Lacrimosa, très beige, très drabe. En fait, je dis très, très laid. Honnêtement, je ne le trouvais pas si laid que ça une fois quand il y avait les jetons sur le jeu avec toutes les couleurs. C'était quand même pas si pire, mais c'est un jeu qui est très, très beige. La thématique est très ordinaire. On se promène de ville en ville en Europe, en Asie de l'Ouest, Moyen-Orient en fait. Puis on va construire des cathédrales, on va mettre des postes marchands, des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est mécanique vraiment, là, pas mécanique, mais plutôt thématique très, très drabe, très basique qu'on voit régulièrement. Par contre, au niveau des mécaniques, c'est là où le jeu vraiment prenait toute sa valeur et tout son charme. Et il y avait des choses très intéressantes dans le jeu. Ça commence par un draft de dés, qui est une mécanique en tout cas que moi j'aime beaucoup, où on va rouler des dés, on va les placer sur une roulette qui va changer à tous les tours. Et cette roulette-là, selon la valeur des dés, va nous permettre de faire un certain nombre d'actions et de récupérer des ressources. Fait que par exemple, si on récupère un 3, jaune, on va récupérer 3 pièces d'or à cause de la valeur du dé et on va faire 4 actions de l'action correspondante qui pourrait être par exemple déplacer son marchand. Donc chacune des zones va faire un total de 7. Fait que si on prend un dé qui a une valeur 6, bien, on va faire une seule action correspondante. Donc on a toujours l'espèce de combat mental à savoir est-ce que je vais récupérer beaucoup de ressources ou je vais faire beaucoup d'actions. Des fois, on a besoin de ressources pour payer ces actions-là. Donc, c'est très, très intéressant, ce petit draft-là. On peut payer aussi pour changer la valeur des dés. Et quand tu es le premier à aller sur une action, ben, tu vas récupérer une tuile bonus qui est non négligeable. Donc, vraiment, là, cette portion de draft-là est très, très intéressante. Après ça, ben, on va déplacer un architecte, qui je pense que c'est un marchand, de ville en ville pour aller mettre des piliers, mettre des maisons de commerce pour pouvoir construire les cathédrales. On veut être le premier à aller faire ces choses-là parce qu'au niveau des cathédrales, ça va donner vraiment beaucoup de points quand on va récupérer de la pierre puis on va pouvoir construire la cathédrale. Puis au niveau des marchands, ben, ça va nous permettre de mettre des comptoirs qui vont nous donner des présences dans ces villes-là parce que l'élément de présence est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de marquer les objectifs de fin de manche. Il faut absolument qu'on ait une présence dans la ville en question qui va être déterminée au hasard pour pouvoir marquer ces objectifs-là à la fin de la manche. Donc ça, c'est important. Et l'autre élément intéressant, c'est qu'on a un plateau de joueurs dans lequel on va avoir des habitations où on va pouvoir aller mettre des personnes dans ces habitations-là. Et il y a un petit casse-tête là-dedans parce qu'on peut mettre des personnes de même type seulement dans le même domicile. Donc, il faut changer de type, il faut avoir des types de personnages différents qui vont donner des bonus, des avantages. Et on va aussi devoir mettre des blasons pour compléter
pour compléter la maison, puis débloquer des bonus, des pointages à fin de partie, des choses comme ça. Et ces blasons-là aussi, on va les récupérer, mais ils doivent être tous différents. Donc, c'est un jeu avec un beau puzzle, un beau setup, un beau draft de dés, et surtout, c'est un jeu qui va permettre des combos. C'est ça qui est le fun. On a des tours qui sont plus difficiles, mais on a des tours qui vont être très, très satisfaisants, où on va pouvoir enchaîner plusieurs actions, faire 20 points dans un tour. On va être vraiment content de notre tour. Donc, c'est ce que je trouve qui manquait un peu à Lacrimosa, c'est que je trouve qu'on a l'impression vraiment de faire un build-up, d'arriver à quelque chose, de construire nos maisons. C'est intéressant, c'est le fun, on a le goût, on a hâte de drafter nos dés, et on a hâte de faire ce gros tour-là qui va nous donner un paquet de points. Encore là, j'ai joué avec Pierre-Marc et professeur Board Game, David Couteau, et on avait une autre personne, j'ai oublié, je pense que c'était Alexandre. Donc, ça a été une partie bien, bien agréable. Tout de suite après ma partie, j'avais le goût de rejouer. Donc, ça a vraiment été une de mes belles découvertes. Je dirais probablement le jeu que j'ai le plus hâte de rejouer, ou dans mon top 3 facilement. Donc, je poursuis ma tournée des nouveautés avec Hamlet The Village Building Game. Un jeu que j'avais lu les règles, et en lisant les règles, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est un jeu, la thématique m'intéressait, construire un village, placer les tuiles. C'est déjà quelque chose qui m'attire, que j'aime dans les jeux. C'est un jeu de 2022, évidemment. C'est tous des jeux de 2022. Il y en a même un de 2023 qui n'est pas sorti encore. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui joue en 60 à 90 minutes, qui est édité par Mighty Board. C'est un jeu de David Chirop qui a fait d'ailleurs Pursuit of Happiness, qui n'est pas un mauvais jeu, vraiment, qui est un jeu qui a une belle popularité, et Petricard aussi. Donc, c'est un auteur qui a quand même une belle feuille de route jusqu'à maintenant, et Hamlet promettait. Est-ce qu'il a livré la marchandise? J'ai été un peu déçu, malheureusement, de ce que le jeu a livré. C'est pas un mauvais jeu, encore là. Il y a eu plein de choses intéressantes, mais il y a des petites affaires qui étaient un petit peu embêtantes dans le jeu. Premièrement, tout l'aspect matériel du jeu. C'est un jeu que la version Kickstarter vient avec des petites pastilles pour mettre dans un sac pour piocher. Heureusement, parce que dans le jeu de base, on doit mettre les tuiles qui ont des formes vraiment particulières. On doit mettre ça dans un sac. Et à chaque fois qu'on doit remplir le marché, on pioche une tuile là-dedans. Mais les tuiles ont tellement des formes particulières, elles sont grosses des fois, il y en a des plus petites. C'est facile de dire, je veux une tuile de cette forme-là, de la trouver dans le sac, tu sais. C'est un peu ordinaire, puis en plus, j'ai l'impression que les tuiles vont se briser rapidement dans le sac. Donc ça, c'est un peu un premier défaut du jeu, mais dans la version Deluxe, il va y avoir des petites tuiles de remplacement qu'on va pouvoir mettre dans le sac, puis on va aller chercher la tuile correspondante un peu plus grosse à la place. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils auraient dû mettre dans le jeu de base. Peut-être qu'ils vont corriger ça, on verra. Ensuite, l'autre aspect qui m'a un peu dérangé, c'est l'aspect visibilité un peu du plateau. C'était pas si pire, mais il y a des gens qui ont trouvé ça pénible à lire parce que c'est très petit. Tous les éléments sont écrits petits, des fois sont à l'envers. C'est pas nécessairement facile de lire tout ce qu'il y a sur le jeu. Et les meeples. Les meeples, en fait, sont corrects, mais les composants en bois sont minuscules. C'est les plus petits composants en bois que j'ai vus. C'est gros comme 2-3 grains de riz à peu près. Tu as de la misère à les manipuler. Ils vont tomber sur le côté. C'est un peu moyen sur ce côté-là, mais en même temps, je comprends qu'il n'était pas plus gros parce que sinon, ça aurait trop rempli le plateau. Mais pour moi, c'était pour les joueurs avec qui j'ai joué aussi, là, on a senti que c'était un petit peu un problème. D'ailleurs, dans la version Deluxe, ça vient avec une cathédrale parce que l'objectif du jeu, c'est de construire. On part avec un petit village, puis on veut construire la cathédrale, en fait l'église. Puis une fois que l'église va être construite, ça va devenir une ville. Donc là, on va avoir accompli notre mission. C'est pas coop. On va compétitionner pour construire cette église-là tous ensemble en ramassant des ressources, en faisant voyager des ressources d'une tuile à l'autre. Et celui qui va avoir le plus participé à la construction de l'église, qui va avoir fait le plus de points en construisant des tuiles, des portions du village, finalement, va remporter la partie. Il y a certains principes qui sont quand même le fun dans le jeu, comme le principe de déplacement des ressources était le fun. C'était un beau petit puzzle parce qu'on va avoir... notre personnage est capable de transporter des ressources, des tuiles adjacentes, mais si on va aller chercher des tuiles d'un peu plus loin, là, il faut mettre des donkeys, des petits ânes un peu partout pour faire une espèce de réseau de transport des marchandises vers les endroits où on va vouloir construire des tuiles, remplir des commandes ou construire, par exemple, l'église. Donc ça, c'était un élément que j'aimais. Les personnages qu'on a, nos paysans, vont être ceux ou nos villageois vont permettre de faire les actions. Donc, on va avoir 2 ou 3 paysans, ou on peut monter jusqu'à 4 paysans, qu'on va envoyer un peu partout. On va coucher à chaque fois qu'on a fait l'action, puis ça va nous permettre de faire l'action de la tuile où ils sont. Donc, on a des tuiles, on va pouvoir remplir des commandes, on va pouvoir construire des nouvelles tuiles, faire des routes.
puis évidemment construire la fameuse église. Comme je disais, dans le jeu de luxe, il vient une église en 3 dimensions. Et puis, ben, c'est super beau, mais le problème, c'est que quand tu mets cette église-là, c'est tellement gros que tu ne vois plus ce qu'il y a autour. Donc, c'est un peu un problème. Ça, c'est un peu accrochant. Donc, ils ont fait aussi une version en 2 dimensions qui est, à mon avis, beaucoup plus pratique pour jouer la partie. Donc, on n'a pas détesté ça. Ça joue assez rapidement quand même. Là, j'ai dit quoi? 60 à 90 minutes. En 60 minutes, là, ça se fait bien. Par contre, c'est un jeu, au niveau de la rejouabilité, je ne suis pas trop certain. Il va falloir le réessayer un petit peu parce qu'à mon avis, c'est peut-être un peu limité. On fait quand même beaucoup de choses déjà dans le jeu, fait que ce qui reste à refaire ou à réessayer après, c'est à voir. C'est un jeu que j'ai trouvé correct, je rejouerais, j'aurais le goût de le réessayer, mais ça n'a pas été un gros wow non plus, un gros coup de cœur. J'ai poursuivi ma chasse aux nouveautés après avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui est Starship Captain. Pourquoi j'avais hâte de l'essayer? Parce que c'est un jeu de CGE, l'éditeur, qui est un éditeur que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont tendance souvent à sortir des jeux qui viennent me chercher, que j'apprécie énormément. Donc, j'avais beaucoup d'espoir. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 40 à 60 minutes. Et c'est un jeu de Peter B. Hofgaard, et c'est son premier jeu. On a un équipage avec des membres d'équipage de différentes couleurs, jaune, bleu, rouge. On a des gris aussi, puis on peut avoir des robots. Et ces membres d'équipage-là sont spécialisés. Ils vont pouvoir permettre de faire certaines actions. Par exemple, voyager dans l'espace, parce qu'on a un plateau aussi avec des planètes, fait qu'on va déplacer notre vaisseau dans l'espace. On va pouvoir attaquer des pirates pour pouvoir les emprisonner dans notre vaisseau. On va pouvoir développer notre vaisseau. On a des rooms, des chambres qu'on va pouvoir spécialiser avec des actions ou des bonus permanents. Et on a aussi l'action grise qui est celle de nettoyer, réparer en fait notre vaisseau qui va s'endommager au fil de nos aventures. Donc, ça va être important puis ça va bloquer un peu les espaces. Ça va être important de réparer le vaisseau pour débloquer les espaces pour pouvoir avoir plus d'amélioration. Comme je dis, le thème venait me chercher, la mécanique, l'idée des mécaniques, tout ça, ça venait me chercher. Par contre, on a trouvé le jeu un peu moyen. Il y a quelque chose qui marchait moyen dans le jeu. L'affaire, entre autres, la principale critique, je dirais, c'est au niveau des chambres. Ce qui était le fun, c'était d'améliorer le vaisseau, mais il n'y avait pas beaucoup de chambres d'amélioration qui permettaient d'avoir des actions, des nouvelles actions. Il y avait beaucoup de bonus permanents, comme par exemple pas subir de dommages quand on rencontre des pirates, pouvoir réduire augmenter les dégâts, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de rooms où on pouvait avoir des actions supplémentaires. Puis c'était ça qui était le plus fun dans le jeu. Si par exemple j'allais chercher une room bleue qui me permettait de faire 2 améliorations par tour au lieu d'une, ben là je pouvais envoyer mon personnage bleu là. Fait que je sentais que j'améliorais mon vaisseau. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Même à la fin, on a regardé un peu les cartes pour dire si c'est parce qu'on n'a pas été chanceux et qu'il n'en sortait pas tant que ça. Mais je dirais qu'il y avait au mieux peut-être un quart, un tiers des rooms qui étaient des améliorations. J'en aurais mis plus, j'aurais mis moins de pouvoirs qui sont des pouvoirs permanents, qui sont intéressants, mais qui font que tu vas tout le temps dans les 4 mêmes actions de base du jeu. Donc ça, c'était un peu une problématique. On a un petit peu mal joué les pirates, ce qui fait que j'aurais quand même le goût de rejouer au jeu. C'est un jeu qui visuellement est très très beau, très attirant, en tout cas pour ceux qui aiment les jeux d'espace. Donc, c'est quand même un jeu que j'ai le goût de donner une deuxième chance parce que je veux l'aimer. Le jeu, c'est un jeu que j'aurais le goût de posséder puis de pouvoir rejouer avec des gens. Mais ça va prendre un petit quelque chose de plus. Les missions sont intéressantes. Dans le jeu, on a des missions qu'on va aller chercher en se déplaçant sur les planètes. Et puis, les missions vont être remplies par des membres d'équipage de couleurs spécifiques. Par exemple, une mission va demander un membre d'équipage jaune et rouge. On va les envoyer pour compléter, puis ça va donner des bonus vraiment intéressants. On va avoir aussi des tracks qu'on va pouvoir faire avancer pour aller chercher des bonus, gagner aussi des points à la fin de la partie. Et on a aussi le principe de robot qui est intéressant, mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Le robot va nous permettre d'aller sur n'importe quelle couleur. C'est un peu un joker. Et on a aussi le principe de médaille qui est intéressant, qui va permettre pour une médaille de changer plutôt la couleur d'un membre d'équipage, changer sa spécialisation. Donc, un jaune devient un rouge. Ça, c'était très cool.
Fait que tu peux jouer un petit peu avec ton équipage, parce qu'il faut savoir que quand on a fait les actions, on renvoie le membre d'équipage dans le haut d'une espèce de zone à glissière qui va permettre de faire glisser après ça les personnages, et on repart toujours avec le nombre de personnages qu'on va faire glisser, mais pour qu'il reste, je pense, c'est 3 ou 4 personnages dans la zone d'attente, si on veut, qui vont être les prochains à arriver. Donc ça, c'est intéressant. Et avec les médailles, on pouvait aussi donner une promotion, finalement, à un personnage où on glisse un petit anneau autour du personnage. Et là, il devient meilleur, donc il peut faire 2 actions dans son tour. Ça, c'était bien aussi, peut-être un petit peu, on l'a peut-être un peu sous-exploité. Je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cet élément-là, mais ça coûte quand même 3 médailles, ce qui n'est pas facile à obtenir. Et c'était intéressant parce que les actions, c'est pas nécessairement 2 fois l'action où tu mets le personnage. Ça pouvait être mettre le personnage là pour faire l'action et aussi refaire glisser un personnage, je pense, de la même couleur pour le ramener dans la chambre pour pouvoir refaire plus d'actions. Donc, il y a quand même plusieurs éléments intéressants. Ça me laissait un petit peu froid, mais j'ai quand même le goût de le réessayer. C'est un jeu, je pense, qui mérite d'être rejoué pour voir s'il peut livrer la marchandise. Après ça, on est allé essayer un jeu que j'avais très hâte d'essayer aussi parce que c'est un jeu du maître Uwe Rosenberg et je parle de Hatiwa, un jeu avec des chauves-souris qui vont faire caca pour faire pousser des arbres. Ben oui, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 120 minutes. Pourquoi un si gros écart? 30 minutes, ça doit être pour la partie solo. C'est un jeu de Lookout Game qui donne habituellement des très bons jeux allemands, des jeux très intéressants. Et comme je disais, un jeu de Uwe Rosenberg, qui est un auteur qui se passe de présentation, mais qui a fait par exemple Feast for Odin, Agricola, Patchwork et une centaine d'autres jeux au moins. Donc, un auteur très prolifique et à chaque fois qu'il sort son jeu par année, au minimum un jeu, c'est toujours un peu c'est un must. On doit absolument essayer ce jeu-là pour voir s'il va avoir quelque chose de nouveau, si ça va être aussi intéressant que les autres, si ça va être un succès. Et d'entrée de jeu, je peux vous dire que Hatiwa a rempli ses promesses pour moi. Ça a été vraiment une belle partie, vraiment plaisant. C'est un jeu où on va tenter de développer un écosystème avec des fruit bats, des chauves-souris à fruits, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des fruit bats. On va essayer d'avoir le plus de chauves-souris comme ça. Mais on va essayer aussi d'avoir des arbres, des fruits dans nos arbres. On va essayer d'avoir des animaux qui vont aussi permettre de faire pousser les arbres, des animaux qui vont permettre de nourrir nos familles. L'objectif, c'est quoi, en gros? C'est d'avoir le plus de familles possible, puis les autres éléments aussi, pour avoir des points. Mais c'est les familles qui donnent vraiment le plus de points. Par contre, on va mettre ça sur des tuiles, et si on a trop de familles qui sont untrained, non entraînés à vivre avec les fruit bats, les chauves-souris à fruits, eh bien, ça va générer de la pollution. Et ça, c'est un élément négatif, évidemment. On va piocher dans un sac, on va sortir des jetons de pollution qui peuvent nous donner de l'or, parce qu'on fouille dans la rivière pour essayer de trouver de l'or, mais qui peuvent aussi ne pas nous en donner, mais qui vont toujours se traduire en pollution. Et on va mettre ces jetons de pollution-là sur nos cartes qu'on va avoir ajoutées à notre tableau personnel. Et ça va venir bloquer des espaces. Parfois, ça va même détruire des choses qu'on a construites. Donc, on veut essayer de faire tout cet écosystème-là le plus propre possible, exempt de pollution, pour éviter de perdre des points à la fin de la partie ou, en fait, s'empêcher d'avoir des espaces pour marquer plus de points. Mais le principe d'écosystème est vraiment intéressant, où on veut avoir des animaux de ferme, des animaux sauvages, en fait, qui vont permettre de faire pousser des arbres qui vont permettre de pouvoir avoir des fruits, des chauves-souris qui vont permettre d'aller chercher des fruits pour faire pousser des arbres aussi. Ils vont manger les fruits pour faire pousser des arbres. On va avoir des chèvres qui vont permettre de nourrir nos familles. Bref, c'est tout un écosystème comme ça. Puis, c'est très fragile. Il ne faut pas être trop dans un, passer dans l'autre. Il faut vraiment essayer d'être très, très équilibré là-dedans. Et à chaque fois qu'on achète des tuiles pour agrandir, que ce soit des villes, des villages, des choses comme ça, bien, on va couper des arbres, on va payer avec certains éléments, de l'or, des choses comme ça, qui vont comme faire baisser un peu la qualité de notre écosystème. Puis là, on va recommencer comme ça. Puis les chauves-souris, la nuit, vont aller manger des fruits, faire pousser des arbres. Donc, tout ce système-là était vraiment le fun. On a 3 ouvriers. Donc, le jeu, principalement, c'est un placement d'ouvriers où on a un plateau central et on va essayer d'aller placer notre ouvrier à des zones libres pour faire des actions. Et on a seulement 3 ouvriers. Toute la partie, il n'y a pas d'ouvriers qu'on débloque. Donc, on va tourner ça à 1 ouvrier chacun comme ça 3 fois. Donc, ça va très, très rapidement. À 4 joueurs, ça tourne très bien. C'est un jeu que je classerais
dans les jeux en termes de complexité moyen. C'est pas dans ses plus complexes, c'est pas non plus dans ses plus simples, mais un très bon niveau de complexité pour des joueurs là, justement qui sont plus intermédiaires. Et puis, pas de temps mort dans le jeu. C'est le fun aussi tu as un sentiment de créer quelque chose qui fonctionne bien. Les tuiles sont intéressantes à aller chercher les agrandissements de village avec les zones pour aller mettre les choses. Puis un bon petit casse-tête parce que tu peux pas mettre n'importe quel meeple, n'importe où, n'importe quel jeton plutôt, n'importe où. Donc, puis il y a des zones libres où tu vas pouvoir mettre un jeton que tu as déjà sur la carte. Donc, tu vas essayer de maximiser vraiment l'espace sur tes cartes. Donc, non, pour moi, là, ça a été un gros succès. Il est dans mon top aussi, le top 3 des jeux que j'ai joués pendant le LAL. Donc, pour les fans de Rosenberg, qui aiment, je dirais, qui aiment ces jeux et qui veulent un de ces jeux dans la catégorie des mi-lourds, là, je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, tous les gens que j'ai entendus qui ont joué au jeu pendant la fin de semaine ont adoré leur expérience. Donc, je pense que c'est un jeu à regarder. Ensuite, j'ai joué à Planet B. Et là, ça, c'est le samedi matin, samedi midi à peu près. Planet B était un jeu que je n'avais pas vraiment vu passer. Il n'était pas dans mes attentes, mais quelqu'un m'en a parlé, m'a dit qu'il avait joué à ça et qu'il avait bien aimé. Fait que ça a piqué ma curiosité, il m'avait parlé un petit peu du jeu. Et on a décidé de l'essayer. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 180 minutes de l'éditeur Hans im Gluck. Et c'est un jeu de Johannes Natera, c'est son premier jeu. C'est un jeu où on incarne des politiciens plutôt corrompus, où on peut essayer de jouer pas corrompus, mais on va souvent être un petit peu sur la ligne entre l'éthique et le non-éthique. Et on va essayer de faire grossir notre corporation, faire des profits, engendrer des points avec tout ça et à avoir des travailleurs, aller faire travailler nos travailleurs dans nos industries pour faire évidemment des points et de l'argent. Et l'élément qui était vraiment wow dans le jeu, c'était vraiment le principe d'élection. Notre objectif, c'est de se faire élire président. Et il y a un système de vote qui est vraiment unique et intéressant. En fait, moi, je n'avais pas vu ça ailleurs. Peut-être que ça existe dans un autre jeu. Mais moi, c'était la première fois que je le voyais. J'ai trouvé ça vraiment super fascinant. C'est un système où, selon les actions qu'on va faire, on va acheter ou obtenir des votes qu'on va mettre dans un sac. Et à tous les tours, les gens vont mettre des votes, quand ils vont faire certaines actions, ils vont pouvoir mettre des votes dans le sac et éventuellement, la traque d'élection va arriver au bout et là, ça va déclencher une élection. À ce moment-là, chaque joueur va prendre le sac et va piocher 3 tuiles. Il va les mettre devant lui. Si les tuiles sont de sa couleur, ça va être des votes qui vont compter pour lui, pour devenir président. Évidemment, c'est celui qui a le plus de votes qui l'emporte. Si les tuiles sont de la couleur des autres joueurs, ça va les éliminer. Fait que ces joueurs-là ne pourront pas piocher ces tuiles-là pour avoir des votes de leur couleur. Et ça va comme ça se promener jusqu'à ce qu'on ait vidé tous les votes dans le sac. Évidemment, tu veux des votes de ta couleur parce que tu veux qu'ils comptent, mais tu es content aussi d'éliminer des votes de d'autres joueurs qui ont parfois beaucoup de votes dans le sac. Et il y a aussi des bonus qui vont te permettre de piocher plus de votes que les autres joueurs. C'est vraiment bon comme action. Moi, par exemple, vers la fin, je piochais au lieu de 3 votes à chaque fois que j'avais le sac, je piochais 5 votes. Donc, j'avais beaucoup plus de chances que les autres de sortir mes votes, mais aussi d'éliminer les votes des autres joueurs. Fait que même si un autre joueur avait plus de votes que moi, j'ai réussi à être élu président tout juste. Donc, c'est vraiment le fun. Et les autres, ceux qui vont finir deuxième, vont être vice-président. Après ça, il va y avoir le lama et le dodo, qui sont les espèces de personnages emblématiques du jeu. Donc, c'est très rigolo. Le visuel est vraiment fantastique. C'est futuriste. Là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, j'adore le visuel. Mais je dirais, même si c'est futuriste, c'est toutes des corporations. C'est tout comme un peu, mettons, Blade Runner. Là, par contre, c'est très coloré et les images sont vraiment belles et sont très drôles. Toutes les cartes sont drôles à regarder. Il y a par exemple la manifestation anti-tout avec un gros finger sur la pancarte, tout ça. C'est vraiment drôle le visuel. Peut-être juste vous parler un peu du tableau central au niveau des actions. On va prendre une valise à notre tour. Il va y avoir 3 tuiles d'action qui vont être soit blanches ou rouges. Du côté blanc, ça va être moins corrompu, plus éthique, mais il va y avoir moins d'action.
Et du côté rouge, ça va être l'inverse. On va souvent perdre du moral, du happiness pour nos villageois, pas nos villageois, mais nos habitants. Et puis, on va avoir plus d'actions, par contre, en contrepartie. Et on va pouvoir, avec ces actions-là, activer avec nos travailleurs nos cartes qu'on va avoir sur notre plateau. On va pouvoir monter sur des tracks pour essayer d'aller chercher des bonus. On va pouvoir faire améliorer l'élection, en fait, faire avancer le vote pour l'élection. Des choses comme ça. Donc, très, très, très intéressant. Et une fois que la tuile rouge va être passé. Donc, quand il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont arrêter sur la même tuile, la tuile va soit virer rouge ou partir, tout simplement. Et là, on va sortir une nouvelle tuile. Puis quand il n'y aura plus de tuile, c'est ce qui va marquer la fin de la partie. Évidemment, on veut faire de l'argent parce qu'il faut payer pour construire nos corporations. Mais on veut aussi faire des points et c'est très satisfaisant encore là d'activer ces corporations qui vont donner souvent 30, 40, 50 points. On a même vu des cartes à 100 points qui sont très difficiles à faire parce qu'on a aussi des ressources. Donc, il faut ramasser ces ressources-là, les dépenser, puis c'est pas évident de réussir à faire. Mais quand tu fais 100 points d'un coup, c'est vraiment satisfaisant. C'est un jeu qui va se gagner autour de 250 points. Donc, 100 points, on s'entend que c'est presque la moitié des points d'une partie gagnante. Donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est assez long, qui est un peu sandbox aussi, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup, beaucoup de possibilités, on ne sait pas trop où se lancer, mais j'ai apprécié beaucoup, beaucoup ma partie. Ça a été un de mes coups de cœur aussi, là, je dirais qu'il était dans les 3, 4, 5 premiers jeux préférés là, de mon week-end de jeu. Ensuite, j'ai essayé Tribe of the Wind, qui était aussi un jeu que j'avais plus ou moins entendu parler. J'avais vu quelques visuels passer, mais pas plus. Je ne m'étais pas nécessairement attardé à ce jeu-là. Et ça a été une belle surprise. Un jeu, premièrement, magnifique, qui est illustré par Vincent Dutray, un artiste dont j'adore le travail. Et sur ce jeu-là, à mon avis, c'est surpassant. Encore une fois, les cartes sont magnifiques, les couleurs, le visuel, tout est vraiment parfait. C'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 40 à 90 minutes. C'est un jeu qui est édité par la boîte de jeux, qui est vraiment une maison d'édition à surveiller. Tous leurs derniers jeux, je les ai vraiment beaucoup aimés, donc ça promet avec cette maison d'édition-là. C'est un jeu de Joachim Thome, qui a fait, entre autres, Wild Space et Dicium. Wild Space, qui est un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, et l'artiste, j'en ai parlé, Vincent Dutray. Le principe de Tribe of the Wind, c'est qu'on a des cartes d'action devant soi qui vont être dans 4 catégories différentes, qui vont être soit le feu, la nature, les cartes vertes, là, les feuilles, l'air ou l'eau. Et ces cartes-là vont avoir un dos qui est très, très visible et apparent, très coloré. Donc, on peut facilement voir ce que tous les joueurs ont. On va avoir un petit support à cartes, fait que les cartes vont tenir debout devant nous, fait que les joueurs vont voir le dos de nos cartes. Donc, ils vont savoir c'est quoi, combien j'ai de cartes vertes, combien j'ai de cartes rouges, combien j'ai de cartes jaunes, etc. Et c'est un jeu qui génère beaucoup d'interactions et c'est ce que j'ai aimé. On va toujours regarder ce que nos voisins de gauche et droite vont avoir en main ou en fait sur leur support de cartes, et on va essayer de jouer un petit peu avec ça. Parce que nos actions à nous on va les voir de notre côté, ça va toujours être par rapport aux cartes qu'on a et aux cartes que nos voisins ont. Par exemple, l'eau est très importante dans le jeu. Si je joue une carte bleue, elle va me dire, par exemple, si j'ai 2 cartes bleues, je vais faire une action pour récolter de l'eau, mais un petit peu d'eau. Par exemple, 2 ou 3 ou 4 eaux. Mais si j'ai 3 cartes bleues, je vais en récolter 6. Il va y avoir une autre carte qui pourrait être, si moi et mes voisins, ensemble, on a 6 ou 5 cartes eau, je vais récolter 4 eau. Mais si on en a 8 à nous 3, bien là, je vais ramasser 8 eau, par exemple. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant. Fait qu'on regarde beaucoup ce que les autres joueurs vont prendre, puis nous aussi, on va essayer de prendre les cartes en fonction d'avoir un bon momentum, pour avoir les bonnes cartes au bon moment pour que nos actions soient les plus fortes possibles. On a aussi un plateau de joueurs personnel dans lequel, qui va être rempli de pollution et qu'on va vouloir évidemment dépolluer, principalement avec les cartes rouges. Chaque carte a un peu une spécialisation. On va vouloir aussi construire des villages qui vont être des villages propres, non polluants. Donc, vous voyez un peu les thématiques, là, cette année, c'était beaucoup la pollution et la non-pollution, etc. On va vouloir construire ces villages-là, on va vouloir faire des temples. Donc, à notre tour, si par exemple, on veut construire un temple, ou si on a des cartes un peu moches, puis on veut rafraîchir notre main, on va pouvoir défausser 3 cartes, n'importe lesquelles, pour construire un temple qui donne quand même un bonus intéressant. Et ça va permettre de faire rouler les cartes un petit peu.
On va avoir aussi des actions de déplacement de nos membres de tribu qui vont nous servir à finir la construction de nos villages parce qu'on va aller chercher des tuiles qu'on va mettre sur notre plateau à l'envers et on va essayer de faire déplacer nos membres de tribu vers ces tuiles-là. Et quand ça va être plein, mettons qu'une tuile demande trois membres de tribu, on va pouvoir faire une action de construction d'un village. Et l'objectif, c'est de se rendre à, je pense que c'est 5 constructions de villages pour mettre fin à la partie. Donc, le premier joueur qui va avoir construit ces 5 villages, on va terminer le tour et le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Qu'est-ce qui va donner des points? Il va y avoir des objectifs un peu tout le long de la partie qu'on va pouvoir aller chercher et glisser sur le côté de notre plateau, qui vont nous demander, par exemple, d'avoir des villages à certains endroits ou des temples à certains endroits ou certains types de villages, certains types de cartes, des choses comme ça. Ça va nous donner des points. Et évidemment aussi, si on dépollue le plateau, ça va nous donner des points. Donc, moins on a de pollution à la fin, plus on va faire de points, les temples qu'on va avoir construits, tout ça. Mais vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est le visuel du jeu, l'interaction entre les joueurs et le fait qu'on doit vraiment travailler avec nos voisins. Ben, on ne travaille pas avec eux autres, mais regarder beaucoup ce qu'ils font pour s'adapter, pour essayer d'avoir des actions les plus fortes possibles. Donc, c'est un jeu qui joue comme on a joué à 5 joueurs, ça a pris 1h15, 1h30. Donc, un jeu qui joue à 5 joueurs en dedans d'1h30, c'est toujours le fun. C'est un jeu qui roule très très bien, les rounds sont pas trop longs, donc ton tour revient quand même assez rapidement. Donc pour moi, ça a été un autre wow, c'est certain que c'est un jeu que j'ai hâte de rejouer énormément, puis j'ai hâte de le faire essayer. C'est un jeu qui est très accessible aussi pour les nouveaux joueurs, pas très complexe, mais ouais, un beau jeu, Tribe of the Wind. Bien, j'ai fait la moitié des jeux que j'ai joués au LAL 2022, les nouveautés en fait. J'espère que vous n'êtes pas tannés, il m'en reste la moitié à faire. Ça va aller un petit peu plus vite parce que j'ai plus petits jeux qui s'en viennent, mais j'ai quand même encore quelques belles surprises. Là, on tombe un peu en fin de soirée. Donc, en fin de soirée, le samedi, qu'est-ce que je cherche à ce moment-là? Je cherche des jeux plus légers, plus de groupes pour avoir du fun. On veut rigoler, on veut avoir du fun. Et on a commencé ça avec Wild Style, un jeu en temps réel, un jeu de graffiteur. Donc, on va aller faire des graffitis dans la ville, on va aller taguer les endroits où on a fait des graffitis. On va essayer de faire le plus de points avec des objectifs et on va faire ça en temps réel. Donc, c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 40 minutes et c'est un jeu de Pandasaurus Games qui édite des très beaux jeux. Et c'est un jeu de Peter Ridgway qui en est aussi à son premier jeu. Donc, j'ai expliqué vite un petit peu que c'est un jeu en temps réel. C'est un jeu où on va avoir des cartes dans nos mains, 3 cartes. Et à notre tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir soit jouer une carte dans une de nos 2 aires de jeu devant nous, ou aller ou les défausser dans des zones communes, des défausses communes, ou piocher des cartes, ou aller chercher des cartes qui sont dans les zones communes. Quand on va défausser, il va falloir défausser avec le même symbole, la même couleur. Et quand on joue dans notre aire de jeu, il va falloir toujours que le symbole corresponde. Par exemple, des maisons, des arbres, des usines, des postes de police, qui sont tous les endroits où on va essayer d'aller faire des graffitis. Donc, c'est un jeu en temps réel. Donc, ça va très, très vite. Une fois que c'est parti, on joue une carte, on va chercher une carte, on joue une carte, on va chercher une carte, on défausse, on regarde qu'est-ce que les autres ont fait, on va chercher une autre carte qui correspond à ce qu'on cherche des maisons, je veux jouer une maison. Des fois, on va être bloqué, on va jouer à une voiture de police pour compléter une série pour pouvoir débloquer un des 2 espaces de jeu. Et là, on va faire ça. Et quand on a une série de 3 cartes pareilles, on va défausser ces cartes-là et on va prendre un de nos 6 jetons des tags qu'on a pour la manche et on va aller le déposer sur le symbole correspondant sur la carte centrale où tous les joueurs vont aller déposer aussi leur tag et on va essayer de se positionner le plus avantageusement possible pour remplir des objectifs de fin de partie. Chaque zone va donner des points selon le type de zone, selon la rareté. Et les objectifs, ça va être par exemple de faire des lignes, d'avoir un certain nombre de tags dans la même zone, d'être sur des bordures, des choses comme ça. Donc, on va vraiment chicaner les spots sur la map pour être le premier. C'est vraiment énervant, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. On a adoré. J'ai joué 2 fois d'ailleurs. J'aurais rejoué, je rejouerai encore. C'est sûr que c'est un jeu en temps réel. C'est pas fait pour tout le monde. C'est très énervant. Il y a des gens qui ont de la misère à se concentrer pour jouer rapidement. Et le twist, c'est que quand tout le monde a joué toutes ces cartes, était le dernier, qu'il te reste encore des tags à faire, mais que tous les autres ont fait leurs tags pour la manche,
ben, tu peux juste compléter tes séries que tu as commencées. Tu ne peux pas en partir une nouvelle, puis il faut que tu complètes avec ce qui reste. Fait que là, tu peux prendre ton temps, mais c'est difficile. Fait que là, tu essaies d'aller finir ces séries-là. Souvent, tu ne réussiras pas. Fait que tu vas avoir moins de tags que les autres pour cette manche-là. On joue 3 manches comme ça de 6 tags, puis à la fin des 3 manches, le joueur qui a le plus de points en comptabilisant les objectifs et les valeurs de chacun des édifices où on a tagué va remporter. Les voitures de police qui nous aident à compléter des séries qui sont incomplètes pour pouvoir libérer notre plateau, ben, vont nous faire enlever des tags sur le jeu. Donc, les tags les moins payants, on va les retirer. Et les tags qui vont être isolés aussi, qui ne seront pas accompagnés de d'autres tags, on va les perdre avant le décompte. Donc, il faut faire très attention à comment on place tout ça, mais c'est vraiment le fun. Petit jeu d'ambiance, petit jeu rapide, en temps réel. Ça va vraiment aller chercher son monde. Le visuel est beau, le matériel est bien. Je pense que c'est un jeu à surveiller là, si vous cherchez ce genre de jeu-là. Ensuite, j'ai joué à un jeu complètement fou. Ready, Set, Bet, un jeu de course de chevaux qui se joue de 2 à 9 joueurs, mais qui est idéal à 8 ou je pense que c'est 8 joueurs. Le 9e joueur joue comme les chevaux. Je vais l'expliquer après. Un jeu qui dure environ 60 minutes. Un jeu de AEG, la maison d'édition. Et c'est un jeu de John D. Clair, qui n'en est pas à ses premières armes, un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait Space Base, Cubitos, Mystic Vale, Dead Reckoning, Echoes, The First Continent, juste pour nommer ces jeux-là. Donc, c'est un jeu qui promettait. Et c'est un jeu que j'ai vu beaucoup mon ami Sylvain jouer dans les conventions. Je n'avais pas eu la chance de l'essayer encore. J'avais hâte parce que ça m'intriguait. Et j'ai pu l'essayer enfin. Et oui, c'est vraiment un jeu de fou. C'est un jeu de pari, de course de chevaux. Donc, tous les joueurs vont être autour du plateau et vont avoir des jetons pour miser, qui vont avoir des valeurs entre 2 et 5. Et il va y avoir un plateau de course, ou la piste de course avec des tout petits chevaux qui vont avoir chacun une couleur. Ben, en fait, il y en a plusieurs, des fois de la même couleur, qui vont partir avec une valeur sur le cheval. Par exemple, le cheval dans le milieu, c'est le cheval 7. Et là, ensuite, les chevaux rouges vont être 6 et 8, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux chevaux bleus, qui vont avoir des valeurs 11, 12 ou 2, 3. Puis ça, c'est les valeurs qui vont devoir être roulées sur 2D pour que ce cheval-là avance. Donc, vous avez tout de suite compris que le 7 allait avancer plus souvent que les autres chevaux parce que c'est la valeur qui risque le plus de sortir quand on lance 2D. Et là, il y a une personne qui s'occupe du plateau de course, qui roule les dés en temps réel et qui fait avancer les chevaux en décrivant la course de façon enlevante. Et les joueurs vont miser en temps réel sur les chevaux. Fait que là, on regarde un peu tout ce qui se passe. Et là, le cheval 7 prend l'avance. Tout le monde va miser sur le cheval 7. Le cheval 7. Le cheval 6, tout d'un coup, fait une remontée incroyable. Donc, on va aller miser sur ce cheval-là. Et on va essayer de miser nos 5 jetons le plus vite possible, mais en même temps pas trop vite parce qu'on ne sait pas qui va marquer. Parce qu'il y a des zones de vote qui sont plus de mise qui sont plus intéressantes que les autres parce qu'ils vont donner un meilleur multiplicateur. Par exemple, si j'ai sur le cheval 7 un multiplicateur x4 et que je place un 5 et que je gagne, que le cheval 7 remporte la course, je vais gagner ma mise, donc 4 fois ma mise de 5, donc 20 $. Et le but, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de 3 manches. Donc, on veut trouver quel cheval va gagner. Mais il y a des zones aussi de mise qui vont donner des points négatifs ou qui vont faire perdre de l'argent si on ne réussit pas, si on rate cette mise-là. Et là, on va miser où? On va miser sur le premier. On va miser, est-ce qu'il va finir dans les 3 premiers? Est-ce qu'il va être dans le show ou pas le show? Est-ce que ça va être un cheval jaune qui va gagner, un cheval rouge? Est-ce que le cheval noir va finir avant tous les chevaux bleus? Est-ce que les chevaux bleus ne vont pas avoir avancé chacun de 3 cases ou moins de 3 cases? Il y a toutes sortes de zones de vote. C'est hallucinant, c'est overwhelming, qu'on pourrait dire en anglais. Là, il y a beaucoup de choses à regarder, puis tout ça se passe en temps réel. C'est énervant, mais c'est incroyable, c'est fascinant, c'est drôle. On a rigolé, on a crié après nos chevaux pour qu'ils avancent. Et oui, c'est un jeu qui dérange et qui fait du bruit, même dans une convention comme ça où c'est déjà très bruyant. Je dirais que ça dérangeait beaucoup parce que ça criait « Vas-y, le 7, avance! Oh non, pourquoi c'est le 5? » Ça crie tout le long. Et ce qui est le fun en plus dans le jeu, c'est qu'il peut y avoir une personne qui va jouer la piste de cheval. Lui, il ne va pas parier. Il va rouler les dés, puis il va faire avancer les chevaux, puis il va animer un petit peu l'exercice, qui peut être un rôle le fun. Mais il y a aussi une application qui peut faire ça pour vous autres. C'est malade. Tu mets l'application, tu pèses sur play, et là, il roule des dés, puis il fait avancer les chevaux. Personne n'a besoin de s'en occuper. Tu vois ça, c'est comme si tu écoutais les courses de chevaux à télé.
Écoutez, c'était fantastique, c'était merveilleux, c'était drôle, j'ai vraiment adoré ça. D'ailleurs, c'est un des jeux qu'en revenant du LAL, je l'ai acheté tout de suite. Il restait une copie à la pioche, je l'ai acheté tout de suite parce que il était sold out ailleurs. Et ça va être vraiment le fun d'un party de Noël, d'une convention, tout ça. Par contre, c'est bruyant, là. Préparez-vous, si les enfants dorment à l'étage, c'est sûr que vous les réveillez. Ou dans les conventions, mettez-vous dans un coin tranquille parce que c'est très bruyant. Et je dois vous dire que j'étais vraiment mauvais. Je me suis rattrapé avec certaines mises payantes, mais j'ai fini juste avec 50 $ et le gagnant finit avec quelque chose comme 118 $. J'ai fait une ronde à moins 3 $. J'ai perdu de l'argent. Mais c'est vraiment le fun. Si vous aimez le principe temps réel, parier sur les courses de chevaux, j'arrête pas de dire cheveux, avoir du fun en groupe, tout ça, c'était parfait. Vraiment un jeu sur la coche, comme on dit. Ensuite, j'ai joué à Challenger, une autre nouveauté de One More Time Game et Z-Man Game, un jeu qui joue de 1 à 8 joueurs, 45, pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Johannes Krenner, Markus Slawiczek, et qui ont fait quelques jeux chacun, mais des jeux plus ou moins connus. Et Challenger, c'est encore un jeu avec un principe intéressant à la base qui pique l'intérêt, qui pique la curiosité, qui est un jeu de drapeau, où on va faire une espèce de tournoi de drapeau. On va avoir plusieurs joueurs qui vont s'affronter avec leur deck de joueurs de drapeau et on va essayer d'aller ramasser le drapeau le plus souvent possible. On va le perdre, on va le regagner et on va essayer de finir avec le drapeau pour gagner la partie. Ou encore, il y a aussi un banc, donc les joueurs vont être éliminés, ils vont aller sur le banc. Et si jamais on n'a plus de place, il y a 6 positions dans le banc, si on n'est plus capable de mettre des joueurs éliminés sur le banc, eh bien, on perd la partie aussi. Donc, puis si on n'a plus de cartes dans notre deck, on perd aussi la partie. Il y a plusieurs façons de perdre le jeu. Mais c'est un principe vraiment intéressant. C'est un jeu qui joue bien en convention, qui est léger, qui est facile d'accès aussi pour la plupart des joueurs. J'ai fait 2 matchs, puis dans un des tournois, c'est une fille qui n'avait jamais joué, qui n'était pas trop sûre de comprendre le jeu, mais qui a commencé à catcher la twist, qui a fait un très bon deck, qui a gagné le tournoi. Donc, c'est possible pour n'importe qui de gagner. Et le principe le plus plaisant du jeu, je dirais, c'est vraiment l'aspect deck building. On part avec des cartes, des personnages dans notre deck qui ont chacun des rôles et des valeurs, surtout des forces, 1, 2, 3, 4, et qui vont avoir des petits pouvoirs aussi que quand on va les jouer ou quand ils vont être sur le banc ou quand ils vont avoir ou perdre le drapeau, vont s'activer. Mais ces personnages-là, évidemment, avec lesquels on part, sont très ordinaires. On a hâte d'avoir des meilleurs personnages. Et au début de chacune des manches, on va jouer 7 manches du tournoi où on va changer d'adversaire, on va changer de place. Il va y avoir comme 3 ou 4 zones, là, dépendamment du nombre de joueurs. Au début de chaque manche, on va avoir une phase de construction de deck building, où on va aller chercher dans une des 3 boîtes de personnages des nouveaux personnages pour améliorer notre équipe. Les 3 boîtes vont être des boîtes ABC, et ça va être des personnages qui vont augmenter en force ou en puissance, donc qui vont être meilleurs pour notre deck. Fait qu'on commence avec des personnages A. Première fois, on va aller chercher 5 cartes, on va choisir 1 ou 2 personnages, on peut aller rechercher, on peut repiger une autre fois pour aller rechercher les personnages qu'on cherche. Donc, on a comme 2 chances de piocher des cartes pour améliorer notre deck. On va mettre 2 nouveaux personnages. Et ensuite, l'autre aspect intéressant, c'est qu'on peut nettoyer notre deck à notre guise. Donc, on peut éliminer autant de personnages qu'on veut de notre deck. Mais, évidemment, il y a une twist. Si on élimine trop de personnages, on va manquer de cartes, donc on va passer au bout de notre deck puis on va perdre la partie. Et si on a trop de personnages différents, ben on va remplir notre banc puis on va perdre la partie parce qu'on n'aura plus de place dans notre banc. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on a des personnages identiques, par exemple des initiés, je pense que c'est ça le nom du personnage de base, ou des débutants, je me souviens plus trop de leur nom, mais ils ont tous le même nom. Fait que quand ils vont sur le banc, ils s'empilent dans la même position. Fait que si on ramasse 2 clowns, ben les clowns vont aller dans la même case, donc ils vont prendre moins de place sur notre banc. Il y a aussi des cartes avec des pouvoirs qui vont permettre de nettoyer notre banc, de retirer des personnages. Fait que chaque personnage est soit fort ou soit un pouvoir intéressant. Fait que le volet construction de deck est vraiment intéressant. Par contre, une fois que tu joues, ben là, tu subis un peu. Tu brasses tes cartes puis tu subis ton deck. Tu vires tes cartes. Il y a quelques cartes qui vont te permettre de manipuler ou de faire des petits pouvoirs qui vont pouvoir influencer un peu la partie, mais il y a quand même un gros volet chance sur comment les cartes vont tourner. Si tu as un personnage, par exemple, qui nettoie ton banc et qui permet d'enlever des cartes de ton banc,
mais qui sort comme première carte, ben c'est foutu, son habileté n'a eu aucun impact. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros volet chance, mais c'est un jeu qui est léger, qui joue rapidement. Donc, on s'en fout un peu. On a du fun en gang, on rigole, on essaie de gagner les parties et on essaie, bien entendu, de gagner le tournoi parce qu'à la fin des 7 manches, on ramasse, chaque gagnant d'une manche ramasse des trophées dans lesquels il y a des fans en dessous. L'objectif, c'est d'avoir le plus de fans. Et à la fin des 7 manches, les 2 joueurs qui ont le plus de fans vont s'affronter dans un duel final et le gagnant du duel remporte la partie. Donc, un jeu bien le fun de tournoi. Je pense que l'année prochaine, peut-être qu'on va avoir des petites surprises pour vous dans des événements, mais c'est un jeu qui va être parfait en convention. Ensuite, j'ai joué à un jeu un peu fou. Là, il commençait à être tard, puis on cherchait des jeux un peu spéciaux, et celui-là était très bien dans cette catégorie-là. C'est World Z League, un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, mais on peut jouer facilement 6, 8 joueurs. Il n'y a pas vraiment de limite, je pense. Ben, ouais, à plus que 8, ça peut commencer à être un peu long, là, mais ça peut jouer à plus qu'un 4 joueurs, à mon avis. Ça fait des parties de 30 à 60 minutes et c'est un jeu de Trick or Treat Studios qui ont fait quelques jeux un peu horreur. Et c'est un jeu de David Craig qui a fait toute la série des Nightfall, que je connais pas, mais qui a des jeux qui semblent être un peu horreur aussi. Donc, il y a comme une thématique. Et c'est un jeu World Z League, un jeu de zombies. Donc, on se fait attaquer par des zombies. En fait, on a des zombies sur un plateau qui est monté, qui est vraiment beau, avec des buildings en 3 dimensions, des portes, des chambres dans lesquelles on peut aller cacher des zombies, des barricades, des choses comme ça. On va construire le plateau, puis on va placer les zombies de notre couleur, puis les zombies des autres couleurs sur ça. Et ensuite, on va avoir des fusils à élastique, dans lesquels on va placer un élastique et on va déclencher, on va tirer sur la gâchette, ça va déclencher le mécanisme qui va lancer l'élastique et on va essayer de faire tomber des zombies des adversaires pour marquer des points. C'est pas facile, vraiment pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est très difficile de viser correctement. La mécanique du fusil marche plus ou moins bien. Ça tire pas très fort quand ça tire, quand l'élastique te revole pas d'en face. Donc, c'est un peu moyen de ce côté-là, mais nous, on a joué beaucoup avec nos doigts. C'est le fun, c'est drôle, mais c'est difficile. Donc, on a trouvé que c'était un peu trop difficile. Ça aurait dû être un peu plus facile pour nous permettre, au lieu de faire, comme, tu sais, je pense qu'on a été 3 joueurs sur 8 à abattre un zombie dans toute la partie. Ce qui n'est pas beaucoup parce qu'à chaque joueur avait 4 élastiques. Donc, on a joué vraiment beaucoup. On a tiré beaucoup de l'élastique, puis on a tué 3 zombies dans toute la game. Donc, c'était un peu plate pour ça. On s'est dit, on va se rapprocher. On s'est rapproché même, mais c'est pas facile. Là, vraiment, là. Viser là, un petit zombie gros de même avec un élastique, c'est pas si évident que ça. Puis comme le fusil marchait plus ou moins bien, c'était pas évident. C'était drôle, c'était bien, mais je dirais c'est plus un jeu d'ambiance si vous aimez le genre. Avec les enfants, à Noël en famille, ça pourrait marcher comme il faut, mais il faut vraiment trouver un système d'élastique. Moi, je dirais, tiens, j'ai une proposition à faire. Pourquoi pas des petits slingshots, des petits lance-pierre, mais avec peut-être des poids ou des choses de même là, qui font pas trop mal, puis poum, il me semble que ça serait plus précis, puis ça serait plus le fun. Mais c'est à essayer si vous aimez le genre. Ensuite, j'ai joué à un jeu encore plus bizarre que l'autre d'avant, qui s'appelle Touch It, qui est un jeu qui a été amené par mon bon ami Pierre Poisson-Marquis, qui est un gars qui apporte toujours dans les conventions des jeux un peu farfelus. À chaque fin de soirée, je m'en vais voir Pierre. Je dis, Pierre, c'est quoi le jeu le plus bizarre que tu as amené? C'est quoi le jeu d'ambiance? À quel jeu on joue pour avoir du fun? Puis là, il nous sort des affaires un peu bizarres. D'ailleurs, c'est lui qui avait amené World Z League et plein d'autres jeux un peu bizarres qu'on a joués. Et Touch It en était un. C'est pas un jeu drôle ou d'ambiance tant que ça, mais c'est léger, mais c'est spécial. C'est un jeu où on va avoir des cartes. On va passer une carte à chaque joueur. Sur les cartes, il va y avoir 4 symboles différents. Et il ne faut pas toucher à la carte. À go, tout le monde prend la carte et touche le dessous de la carte pour essayer de sentir la forme qui est surélevée dans le dessous de la carte, qui est une des 4 formes qu'il y a sur le dessus. Dès que quelqu'un l'a trouvé, il dit « je l'ai »,« stop, je l'ai ». Et là, on essaie de deviner c'est quoi la forme qu'on a en dessous de notre carte. Et si on l'a, on fait des points. Si on était le premier, ah oui, c'est ça, c'est si on était le premier à le dire, on a 2 points au lieu d'1 point. Et tous ceux qui ont réussi à
à guesser, à deviner leur dessin, vont avoir un point. Et la dernière personne, elle, c'est ça. C'est la dernière personne qui doit absolument, elle, mettre sa carte sur le jeu. C'est terminé. Donc, tu ne veux pas être le dernier parce que là, tu n'as pas le temps de compléter. Donc, c'est un jeu un peu, je dirais, très, très simple, là, on s'entend, très facile, qui, à mon avis, a une rejouabilité un peu limitée, mais qui est drôle, qui est un tout petit jeu. Je pense avec les enfants, famille, tout ça, quelque chose de très léger qui s'explique en 1 seconde, là. Donc, c'était quand même drôle. Ensuite, on a joué à un autre jeu en temps réel. J'ai joué à 3 jeux en temps réel dans ce week-end-là, ce qui est quand même rare. C'est pas mon style de jeu, mais vers la fin de la soirée, c'est toujours drôle. C'est un jeu de cerf-volant qui s'appelle Kite, qui est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 10 minutes. Et c'est un jeu de Floodgate Games. C'est un jeu qui a été fait par Kevin Hamano et qui en est à son premier jeu. C'est un jeu qui a un principe intéressant où on doit faire voler des cerfs-volants de façon coopérative. Donc, on joue tous ensemble, 2 à 6 joueurs. Nous, on l'a essayé à 6, justement. Et qu'est-ce qui représente les cerfs-volants? Ce sont des sabliers qui sont sur la table. Et ces sabliers-là vont être joués avec les cartes qu'on a dans nos mains. On a 3 cartes dans nos mains qui vont avoir des couleurs. Ils vont avoir soit une couleur ou 2 couleurs. Et devant la table, il va y avoir des sabliers de chacune des couleurs et un sablier blanc. Quand on joue une carte avec une couleur, on va tourner le sablier. La première fois, au début, ils vont être couchés, mais la première fois, on va le tourner debout et là, le sable va commencer à couler. Et l'idée, c'est qu'il ne doit pas manquer de sable jamais dans aucun des sabliers qu'on va tourner. À un moment donné, tous les sabliers vont être tournés, puis là, le sable va couler dans tous les sabliers. Et là, il faut surveiller ça, puis on joue chacun notre tour. On ne peut pas skipper personne, on ne peut pas jouer avant les autres. Et là, il faut avoir les cartes avec les bonnes couleurs pour retourner les sabliers, pour pas qu'il n'y ait plus de sable dans un sablier. Le sablier blanc, lui, est retourné si on joue une carte qui a une seule couleur au lieu de 2 couleurs dessus, qui permet de tourner 2 sabliers. Quand tu as une seule couleur, tu peux aller tourner le sablier blanc à la place. Donc, on va faire ça comme ça. Et l'objectif, c'est de passer à travers la pioche de cartes, la pile de cartes, avant qu'un des sabliers tombe vide. Et là, je vous rappelle que c'est pas un sablier, c'est on le tourne, on le tourne, on le tourne, on le tourne. Fait qu'on veut toujours gérer un peu la quantité de sable qui va rester dans le jeu, dans le sablier. Et de tous les sabliers. Fait que là, on est là, hey, l'orange. Fait que là, ça tourne. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, OK, j'ai reviré l'orange. Hey, le jaune et le bleu. Puis là, on essaie de tourner ces sabliers-là. Donc, on doit beaucoup discuter ensemble, coopérer. C'est pas facile. Ça nous a pris 5 essais pour réussir. Il y a 2 des 4 essais qu'on a ratés où on a passé à une carte près de l'avoir. Puis il y a même des cartes qu'on peut rajouter qui vont ajouter de la complexité au jeu si on trouve ça trop facile. Donc, il y a vraiment une mécanique très intéressante, très innovante. On a tous apprécié ça. Ça aussi, c'est le fun autour d'une table, un bon petit jeu de party coopératif qui va bien jouer, par exemple, dans le temps des fêtes ou quand on a plusieurs personnes, puis c'est pas long à expliquer, c'est facile à jouer, puis on doit vraiment se coordonner. Vraiment sympathique comme jeu. Et finalement, le dimanche, j'ai terminé ma convention avec une belle découverte. Martin Montreuil de la Société des Jeux avait apporté un prototype qui est sur Kickstarter actuellement. Je pense que la campagne vient juste de se terminer, donc on a pu l'essayer avant tout le monde. Et ça s'appelle Age of Comics The Golden Years, un jeu qui va être édité en 2023. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 50 à 120 minutes. Un jeu de Lirius Game qui en sont à leur premier jeu. Et c'est un jeu aussi de Giacomo Cimini et Sonia Gonçalves qui en sont aussi à leur premier jeu. C'est un jeu dont la thématique m'appelait beaucoup. C'est un jeu où on est dans les années, je crois, là, 50, 60 là, à peu près. Et c'est le début, ou en tout cas l'ère des comic books, qui est... moi, j'ai lu beaucoup de comic books quand j'étais jeune, donc c'est une thématique que j'aimais, les livres de super-héros. J'en ai lu une tonne quand j'étais jeune. Donc ça, déjà en partant, la thématique était intéressante. Le visuel du jeu est superbe. Vraiment un visuel un peu vintage, un visuel de comic book. Même le livre de règles est fait en un gros papier. Je ne sais pas si c'est le prototype, je ne sais pas si le produit final va être comme ça, mais je trouvais ça intéressant parce que ça donnait l'effet d'un vieux livre, un vieux comic book. Et puis, le visuel des livres qu'on peut éditer, des comic books qu'on peut éditer, super, les titres sont vraiment beaux, les couleurs sont belles. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Ben, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de worker placement principalement. On va avoir 4 ouvriers, on va avoir une maison d'édition à nous, et on va essayer d'aller recruter des artistes et des écrivains, des writers, pour venir écrire des nouvelles. On va aussi aller développer des nouvelles, des comic books.
Donc, dans plusieurs catégories, ça peut être des westerns, ça peut être des romans, des comics d'amour, ça peut être des super-héros, ça peut être des comics d'horreur, des choses comme ça. On va aller chercher ça, puis on va essayer de faire un match un petit peu entre les spécialisations de notre writer, de notre artiste et de notre comic book. Fait que par exemple, si j'ai pris toutes des science-fiction, un writer de science-fiction, un artiste de science-fiction et un comic book de science-fiction, je vais pouvoir faire mon livre. Même si ça ne matche pas, je peux le faire, mais quand je le fais comme ça, c'est plus payant parce que notre objectif, c'est d'éditer ce comic book-là et d'avoir le plus de fans qui vont aimer ce comic book-là, qui vont vouloir l'acheter. Fait que plus ça correspond, plus on va avoir des fans en partant, puis après ça, on va pouvoir aller en rajouter. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi aller éditer ce livre-là. Donc, c'est des actions. On va aller chercher des rondelles qui vont nous permettre de matcher le type de comic book qu'il va falloir défausser quand on va le faire. On va pouvoir aussi faire des copies de comic book qui existent. Ça, c'est très drôle aussi parce qu'ils vont être un petit peu moins bons, mais plus faciles à faire. Et ça va être le même titre, mais un peu moins de couleurs. Pas le même titre, mais le même livre, le même dessin ou presque, mais avec juste des petits détails qui changent. Par exemple, si c'est Wings of Angel, ça va être... non, plutôt Wings of Liberty, ça va être Angel of Liberty. Donc, ça se ressemble. Des fois, il y a des petits twists de titres qui sont très drôles à lire. Et ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. On va pouvoir aller chercher de l'argent. Et l'autre portion du jeu qui est intéressante, c'est on va pouvoir faire des ventes. Où là, on va avoir un plateau de la ville de New York. On sait qu'à New York, les comic books, ça a été très, très populaire dans ces années-là. Donc, on va aller placer nos ouvriers là et déplacer notre représentant des ventes. Je vais l'appeler comme ça. Je ne sais pas c'est quoi son nom véritablement, mais c'est un jeton qu'on déplace dans la ville. Et il va y avoir des tuiles avec des types de comic book, par exemple des types extraterrestres, amour, super-héros, etc. Et quand on va les retourner, ça va nous donner, il va y avoir deux éléments dessus, un chiffre qui va être entre 3 et 6, et il va y avoir un nombre de fans. Donc, plus le chiffre va être élevé, plus on va avoir un nombre de fans élevé. Par exemple, si c'est une valeur de 3, on va avoir plus un fan. Si c'est une valeur de 6, on va avoir plus 4 fans, par exemple. Et là, on va ramasser ça, puis on va essayer de matcher ça avec des comic books qu'on a édités pour gagner un nombre additionnel de fans. Fait qu'il y a vraiment une course à se promener dans la ville pour aller vendre nos comic books, aller chercher des fans, faire de la représentation pour que notre livre soit le plus populaire possible. Il y a même un système de hype où on va préparer des comic books, mais pas les éditer tout de suite, pas les printer tout de suite. Et là, il va y avoir du hype qui va se créer. Les gens ont hâte que le livre arrive. Et quand on va l'éditer, le printer, bien, on va gagner tous ces fans-là en bonus tout de suite. Fait que notre comic book va partir super haut. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la manche, on ait le livre, on soit dans les 3 premiers. Idéalement, le premier, le plus élevé en nombre de fans. Pourquoi? Pour gagner des points de victoire et aussi pour gagner de l'argent. Chaque livre va nous permettre de gagner de l'argent, mais plus on est haut, plus on va avoir un bon revenu qui va nous permettre de dépenser pour éditer d'autres livres, améliorer, entraîner nos artistes et nos writers qui vont avoir une force entre 1 et 3, mais on va pouvoir les améliorer au cours de la partie pour qu'ils puissent justement aller chercher sur le plateau de la ville de New York plus de fans pour remplir les genres de missions, si on veut, là, ou les représentants. Donc, j'ai beaucoup aimé la thématique du jeu avec la mécanique, ça colle parfaitement. Tu vas chercher tes artistes, tes writers, tu vas développer des belles couleurs, tu vas aller développer une histoire, un type d'histoire, tu vas avoir un hype qui va se créer, tu vas aller chercher des fans, développer ton réseau un peu de fans pour que ton livre soit mieux, tu vas le printer. Tout fonctionne dans le jeu, tout est bien. Nous, on avait un prototype qui était quand même très beau. J'imagine que la version finale va être encore plus belle. Ceux qui trippent sur les comic books, qui ont adoré cette époque-là, je pense que ça va venir vous chercher et le jeu fonctionne. Il y a 5 manches dans le jeu. On a eu un petit peu peur. On pensait que c'était 6 manches, mais il y a une manche, c'est pas trop évident, là, mais la manche 3, c'est comme une manche double où il y a deux jetons qui se virent en même temps, qui vont révéler des jetons sur la carte. Puis on ne l'avait pas remarqué. On avait peur qu'il y ait une 6e manche, que ce soit une manche de trop. Finalement, ça a bien été. Malgré tout, j'ai trouvé quand même qu'il aurait peut-être dû avoir un élément, une période dans les tours de jeu où la carte de New York se remplit un peu de missions, de contrats à remplir pour aller chercher des fans, parce que c'est très important d'avoir des tickets de métro pour se déplacer rapidement, sinon tu peux être ramassé dans le nord de New York où il n'y avait plus rien, puis là, il fallait que tu te déplaces, ça coûtait quand même cher. Puis là, ceux qui avaient
le ticket pouvait se déplacer instantanément en bas. Et là, il y avait accès à aller chercher les commandes plus rapidement. Donc, c'était un avantage. J'aurais quand même aimé qu'il y ait une petite mécanique qui permet de remplir un peu le board pour donner une chance à tout le monde d'aller chercher des fans. Je pense pas que ça brisait le jeu, mais c'est peut-être le petit élément là, que j'ai trouvé un peu moins intéressant. Ben, pas moins intéressant, mais je trouve qu'il aurait amélioré le jeu. On a manqué de cartes aussi. On n'est pas trop sûr s'il y a quelque chose qu'on a fait, on a mal fait ou s'il va y avoir plus de cartes. Je pense que dans le jeu Kickstarter, entre autres, il y a comme un type de comic book de plus, donc je pense que ça va générer plus de cartes. Mais pour le reste, là, ça a été vraiment un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Donc, dans mon top aussi, là, probablement dans les 5 meilleurs jeux que j'ai joués dans le week-end, ça a été une belle découverte. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de mon week-end de jeu du LAL. 14 nouveautés que je vous ai présentées. J'ai joué à quelques autres jeux qui ne sont pas des nouveautés, donc je ne vous en ai pas parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a piqué votre curiosité sur certains jeux. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions que vous auriez eues sur certains de ces jeux-là que vous attendez peut-être ou que vous vouliez acheter. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites un beau like, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.